Bonjour, je suis ravie que tu sois ici. Sois la bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre et Chaos. Un endroit où nous pouvons avoir des conversations intéressantes et inspirantes pour vivre une vie pleinement vécue. Les amis, je viens de remettre mon gloss à lèvres. Si tu ne fais que m'écouter, tu ne le vois pas, mais je porte du gloss, c'est parce que je m'amusais. Mon mari est à Campo Grande, Mato Grosso do Sul et moi à São Paulo, donc je n'embrasserai pas. Je peux mettre beaucoup de gloss, en abuser, tu comprends, je suis très heureuse. Mais avant qu'on commence l'enregistrement de cet épisode, qui est déjà le deuxième, je disais que celui-ci était un peu dédié à mon mari. On va parler de baisers sur la bouche, on va parler de relations, de communication et on va parler d'intelligence émotionnelle. Parce que mon invité d'aujourd'hui est Mario Dominowski. Sois le bienvenu Mario, je suis vraiment ravie de t'avoir ici. Un grand merci pour l'invitation. Je suis vraiment très heureux d'être ici et de pouvoir partager ce que je sais pour qu'on puisse rire, partager des anecdotes et grandir ensemble parce que c'est un plaisir indescriptible d'être ici avec toi. Et les amis, je dois vous dire, on a enregistré 38 minutes de podcast pour vous, vous comprenez, et on a perdu ce contenu, donc on est en train d'enregistrer à nouveau. Alors, Mario et moi sommes là depuis 1 à 2 heures et je me sens déjà proche de lui, déjà son ami. Je crois qu'il peut venir chez moi, se disputer avec ma voisine et devenir mon ami. On est là, ça va marcher. Et on est très proches. Et je veux que toi, chez toi, tu ressentes cette énergie, que tu ressentes cette étreinte, que tu ressentes la joie qu'on a d'être ici ensemble, que tu le ressentes aussi, que tu es là en train de papoter avec nous, que tu prends un thé, une boisson délicieuse, où que tu sois. Et on parlait de combien on tient à notre public et à quel point quand on va créer un contenu. On pense à toi qui nous regarde, à toi qui nous écoute. Et comment pouvons-nous apporter quelque chose qui va ajouter à ta vie? Pour de vrai, Mario fait un travail fantastique et si tu ne le suis pas encore, s'il te plaît, va vite le suivre. Il parle de l'intelligence émotionnelle d'une manière très accessible. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas quelque chose de difficile à comprendre. Il nous fait des reproches, mais avec amour. Il dit la vérité pour qu'on y réfléchisse avec bienveillance. Et je suis très enthousiaste et j'espère que tu vas vraiment aimer cet épisode et que tu profiteras de cette discussion autant que moi. On va d'abord parler de Mozao puisqu'on évoquait comment j'ai rencontré mon mari et comment toi tu as rencontré ton Mozao. Tous les deux sont américains et on parlait de la différence culturelle, de la différence d'histoire. On adore une histoire d'amour. Ah, si tu nous racontes, si vous voulez qu'on fasse un épisode juste sur les histoires d'amour où on parle de rencontres, de magie. Je voulais qu'on se concentre aujourd'hui sur une bonne communication. Une chose dont on parlait à propos des relations, c'est que souvent on dit « mais c'est évident, c'est évident ». Comment ça? Tu ne savais pas, toi à la maison, tu es déjà passé par ça. Tu as dit « mais c'était évident ». Comment cette personne n'a pas vu, comment Mozao n'a pas vu, ou au travail, comment le chef n'a pas compris, ou comment ce collègue n'a pas remarqué. Ce que moi, je remarque. Mario, c'est clair. La mienne n'est pas seulement évidente pour toi. Je trouve ça amusant quand les gens disent « mais c'est si évident ». Il fallait t'expliquer. Oui, regarde que Magico devait t'expliquer, parce que l'évidence n'est évidente que pour nous et parce que chacun a une expérience et une histoire différentes. Donc aujourd'hui, tu es là, tu es passé par plusieurs expériences, plusieurs situations dans la vie qui t'ont fait apprendre A, B et C. Et aujourd'hui, tu traites les choses d'une certaine manière, mais ce n'est pas forcément évident. Je n'aurai probablement pas la même expérience que toi pour traiter les choses de la même façon. Ce n'est jamais évident. Dis le Zasademico, évident. Je vais faire un ASMR, explique évident. Très bien. Cela se voit dans la communication, non ? On évoquait l'importance d'apprendre à communiquer et de reconnaître que c'est une compétence. C'est, comme tu l'as dit, tu as dit quelque chose de beau. Compétences sociales et soft skills. Compétences socio-émotionnelles, répétez avec moi, compétences socio-émotionnelles dont tu as besoin dans ta vie, dans tes relations, avec ton chéri, au travail et avec toi-même, n'est-ce pas ? On a besoin d'avoir cette connaissance de soi et de comprendre ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne fonctionne pas,
ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Parce que tout ne peut pas être important, n'est-ce pas? On a besoin de priorité, donc, dans une relation où l'on est avec une personne, peu importe qui c'est. Une personne d'une culture différente, d'un pays différent, c'est une personne qui vient d'une famille différente, qui a une histoire différente. Qu'est-ce que tu penses qui est fondamental dans une relation saine? Je vais toujours insister sur la communication. Et il n'y a pas une seule façon de communiquer. Il n'existe pas de livre qui explique comment communiquer de la bonne manière. Je pense que chacun doit trouver sa propre façon de communiquer de manière extrêmement saine. Pour avoir une relation saine avec quelqu'un, il faut d'abord en avoir une avec soi-même. Et ce chemin de connaissance de soi est quelque chose que toi seul peux parcourir. Personne ne peut le faire à ta place. Je ne peux pas parcourir ton chemin de connaissance de soi pour apprendre à me connaître. Car quand tu es avec quelqu'un ou plusieurs personnes, cela dépend de ta manière de te relier aux autres. Tu es sur un chemin, la personne est sur un autre chemin et vous vous dites « je pense que ça peut marcher », mais vous continuez chacun sur votre propre chemin, parfois l'un à côté de l'autre. Parfois tu avances plus vite à cause de ta foulée ou tu te penches trop car tu es fatigué. Mozart a un autre rythme, il faut donc communiquer. Parfois, je dis qu'une relation n'est jamais du 50-50. Parce que parfois tu seras à 30 et Mozart devra être un peu plus à 70. Parfois tu seras à 90%. Mozart sera seulement à 10. Pourquoi? Parce que chacun est différent et on doit communiquer où on en est. Parlons-en. Alors parlons du temps de Mozart et de la flexibilité. C'est quelque chose que j'ai appris dans ma propre relation que, excusez-moi, applaudissements, je suis en couple depuis plus de 15 ans, presque 15 ans. Une relation, c'est du travail. Aimer est un verbe. Et l'une des nombreuses choses que j'ai apprises dans ma relation, c'est de comprendre mon propre temps. Et surtout, le temps de mon mari, qui aujourd'hui est mon mari, n'est-ce pas? Et il me dit souvent comme ça, prileite, et il a appris à me dire ça, c'est lui qui a attiré mon attention, et je le remercie de m'avoir dit ça, il a dit prileite. Tu as un rythme beaucoup plus rapide que moi, donc ce n'est pas que je ne travaille pas là-dessus. Ce n'est pas que je ne t'ai pas écouté, j'ai juste un autre rythme. Je me souviens de la première fois qu'il m'a dit ça, ça m'a apaisé, tu vois, et ça m'a aussi apporté quelque chose. En fait, il a le droit d'avoir son propre rythme. Nous avons tous le droit d'avoir notre temps, et le temps dans le sens où, tant que tu travailles dessus, n'est-ce pas? Comment fait-on pour identifier notre propre rythme pour mieux se comprendre? Et deuxièmement, savoir que Mozart est vraiment à son propre rythme et qu'il ne nous fait pas attendre. D'accord, ce n'est pas du baratin. C'est important, d'accord? La première chose, c'est de comprendre le nôtre. C'était la question, n'est-ce pas? C'est ça? Tout d'abord, comprendre comment tu fonctionnes, comprendre quel est ton temps de réaction face aux choses. Et il n'existe pas de livre sur la façon de se sortir de différentes situations. Tu apprends seulement en les traversant. On partage parfois une histoire qui peut te préparer. Mais par exemple, même si toi qui es mère, tu dois comprendre. Même si les gens disent « Regarde, la maternité, c'est… » et disent plein de choses. Quand tu es en plein dedans, tu te dis « D'accord, attends une seconde. » Maintenant, je comprends parce que c'est ton expérience. Donc, tu as apporté tout ce que tu as déjà vécu pendant toutes ces années et tu peux avoir plein d'informations. Mais là, tu es dedans. C'est ma manière d'apprendre à gérer ces situations. Je ne voulais pas me disputer avec Mozart, d'accord? Mais parfois, il va y avoir un petit accrochage du genre « Vous allez encore vous retrouver là, en cours de route. » Oh les gens, il faut que je te pose une question. Dis-moi, tu as regardé White Lotus? J'ai regardé White Lotus. Oh les gens, alors il faut que je demande, regarde, si tu n'as pas encore regardé, il va y avoir un petit spoiler, d'accord? C'est dans la 2e saison, n'est-ce pas? Le couple dont tu parles, les gens, le couple parfait, ils ne se disputent pas, ils sont beaux, merveilleux, il y a de la passion, n'est-ce pas, l'un pour l'autre, et ils sont mariés et ont un enfant, et tout est parfait. D'abord, tu regardes et tu te demandes si c'est vraiment possible. Je pense que c'est mon objectif. Et puis on voit au fur et à mesure ce qui se passe. Dans White Lotus, ce n'est pas vraiment comme ça, ce n'est pas vraiment par là, et je pense qu'on pourrait beaucoup parler de cette relation dans White Lotus, et comme beaucoup de choses là-bas, ça ne va pas bien. Mais je voulais prendre celui-ci comme exemple, n'est-ce pas?
d'une relation qui peut-être de l'extérieur semble idéale, mais à l'intérieur ce n'est pas vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'une relation saine ? Parce que là, c'est un exemple d'une relation qui n'est pas saine, n'est-ce pas ? Je l'ai vu de cette façon. En effet, pour ceux qui n'ont pas suivi, cette relation implique de nombreux mensonges. Beaucoup de retenue, et je pense qu'il y a une question intéressante autour du mystère, parce que le mystère, c'est sexy, n'est-ce pas ? Et il y a un passage dans White Lotus où il dit « Les gens, mais c'est difficile d'avoir du désir pour quelqu'un qu'on voit aux toilettes en train de faire pipi. Tout le temps, quand tu es avec cette personne, tout le temps, n'est-ce pas ?» Mais en même temps, au fur et à mesure que les épisodes avancent, on voit qu'il y a une trahison qui, à mon avis, est une trahison de leur personnage envers eux-mêmes, n'est-ce pas ? Par exemple, il y a un personnage qui est un mari, pour ceux qui n'ont pas regardé, qui trompe sa femme. Voilà. Et on a l'impression que sa femme, c'est une pauvre victime. Au début, n'est-ce pas ? Et puis on se rend compte, attention spoiler, qu'en fait, l'enfant qui est censé être le sien, en réalité n'est pas le sien. On voit sa douleur. Il se brosse les dents, passe le fil dentaire et ravale sa peine. Il saute joyeusement sur le lit et sourit pour téléphoner aux enfants qu'il sait ne pas être les siens. Donc, la façon dont je vois ça, c'est vraiment comme une trahison de soi envers soi-même, tu vois, quand tu parles. Mais est-ce vraiment la relation que je voulais et que je mérite ? On peut aussi parler de mérite. Comment en arrive-t-on là ? Je suis aussi curieuse d'avoir ton avis sur ces relations, comme dans White Lotus, et qu'on voit souvent comme référence des relations, que ce soit à la maison, dans les feuilletons, les films, Hollywood, etc. Et d'abord, selon toi, qu'est-ce que sont ces relations et qu'est-ce qu'une relation saine que tu recommanderais ? Quel type de relation recommandes-tu ? J'insiste toujours sur le fait de travailler deux choses de préférence avant d'entrer dans une relation, la connaissance de soi et la communication. Si tu ne te connais pas et que tu ne comprends pas tes limites ou ce que tu mérites dans une relation, tu finis par accepter n'importe quoi. Alors, on passe souvent l'éponge sur des choses qui ne sont pas si bien. Ah, mon chéri fait ça, mais il a été super mignon avec moi ce jour-là en avril 2017. 4, donc maintenant, tu vois. Je pense que au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, il faut vraiment travailler sur cette vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. Ce qu'elle te dit et surtout ce qu'elle te montre, car parfois elle dit qu'elle t'aime mais ne le montre pas au quotidien. Donc ça ne colle pas, ce n'est pas synchronisé, tu comprends ? Si tu te contentes d'encaisser comme dans la série sans attendre, ça me dérange, mais si tu fais juste encaisser, ce qui paraît évident pour toi ne l'est pas pour les autres, car chacun vit des expériences différentes. Personne ne saura que ça te dérange si tu ne le dis pas. Donc, ça vaut le coup de dire ce qui te dérange et de comprendre ce qui te dérange. Avant même, tu commences une relation, mec, je sais déjà que ça me dérange, mec, ça ne va pas marcher. Cette personne ment, je refuse les mensonges dans ma relation, donc je n'irai pas plus loin. Et c'est beaucoup. Je trouve que c'est très difficile. Quand la personne dit « Ah, mais ça fait déjà 30 ans que je suis avec mon mari et c'est comme ça, et il ment, qu'est-ce que je fais ?» Alors, ma chère, laisse-moi te raconter. Le timing est un peu dépassé, tu vois. Il y a des choses que tu as, mais tu sais, au fur et à mesure que la relation se consolide, qu'elle devient plus longue, c'est plus difficile à changer, car c'est ainsi que tu t'es présenté au début. Que tu es une personne, que tout à coup l'autre a menti et pour toi ce n'était pas grand-chose. Ce qui parfois inconsciemment fait comprendre à l'autre personne si je mens ça ne la dérange pas tant que ça, ce n'est pas si grave pour elle. Ah, ça me dérange les amis, moi aussi ça me dérange, d'accord ? Moi aussi ça me dérange. Et c'est intéressant parce que je réfléchissais à la façon d'enseigner l'honnêteté à mon fils aîné qui va avoir 5 ans, n'est-ce pas ? Parce que je vois que par exemple on peut même mentir à quelqu'un, mais très souvent on tente de se cacher des choses, n'est-ce pas ? On ne se ment jamais vraiment, on observe toujours nos actes et ce qui nous arrive. Donc, il n'y a pas moyen de fuir soi-même à la fin de la journée, il n'y a pas moyen de se fuir soi-même, n'est-ce pas ? La question de l'intelligence émotionnelle et d'une relation où l'on se sent heureuse et satisfaite compte beaucoup. Cette question de la connaissance de soi dont tu as parlé, qui consiste à ne pas se mentir à soi-même, à être honnête avec soi-même et à savoir ce que l'on veut. C'est vrai, oui. Alors, si tu veux une relation ici, les filles, allez, on lève toute la main.
Je veux une relation saine, je veux une relation merveilleuse où je suis traitée comme une déesse. Peu importe ce que c'est, n'est-ce pas? C'est peut-être un bon moment pour toi, à la maison, même si tu es déjà en couple ou si tu cherches une relation, d'exprimer ce que tu recherches vraiment. Tu sais ce que tu veux dans une relation, surtout en étant déjà en couple. Tout évolue, nous aussi. Comment garder nos priorités, ce qui compte vraiment pour nous, non? Et qu'est-ce que tu penses qui est important, Mario, quand on commence une relation, qu'on cherche, ou même quand on est déjà en couple, qu'est-ce qu'on doit avoir? En plus de la communication, de la connaissance de soi. Là, au quotidien, tu sais, dans le feu de l'action. D'accord, je vais profiter de ce lien avec ta deuxième question. Comment savoir si Mozao ne ment pas ou si ça vaut la peine d'investir dans Mozao? Est-ce que ça vaut le coup ou pas, les amis? Je pense que c'est bien d'en parler aussi de l'effort que la personne fait pour te retrouver là, à mi-chemin. Je pense que c'est ce dont tu as besoin pour comprendre que, en fait, non. Cette personne essaie de faire les choses différemment parce qu'elle croit, par exemple, en notre relation. Parfois, Mozan peut te dire « Je n'aime pas que tu fasses ça » et pour toi, c'est un déclic immédiat. Tu peux aussitôt lui dire, alors que pour lui, c'est comme gravir l'Everest. Mais si tu remarques qu'il fait un pas après l'autre et qu'il avance petit à petit sur ce chemin, alors oui, ça vaut la peine de regarder parce qu'il essaye, c'est le rythme de Mozao. Ce qu'on a dit au début et l'autre question avant la digression, c'était « Je me suis perdu ». Non, là on est un peu allé en arrière et en avant, n'est-ce pas? Mais je parlais justement du quotidien, du concret de la relation, tu vois. Comment est-ce qu'on pense à une relation saine? Parce que White Lotus est un exemple de relation que personnellement, je ne veux pas dans ma vie, que ce soit au travail, avec mes amis ou avec mon mari. Tu vois, est-ce que je veux ça? Pour moi, l'honnêteté est importante, tu vois, pour que je ne mente pas. Pour moi, c'est important de m'allonger à la fin de la journée sur mon oreiller et de me dire « Ok, je suis en paix ». Cette relation apporte la paix. Beaucoup passent aussi passion et chaos, mais ici, il s'agit d'équilibre face au chaos. D'une relation où tu dois gravir des montagnes, où c'est une émotion chaque jour. À quoi ressemble une relation saine et durable pour quelqu'un qui ne l'a pas connue chez lui ou à la télé? Ça varie, il y en a Zanoto. Nos références et relations ressemblent souvent à des montagnes russes. On est soit en haut, soit en bas, ou alors c'est plus dramatique chez une personne. Il m'a offensé, c'est une gifle comme dans un feuilleton, et on ne peut pas réagir ainsi chaque jour. Je pense que la relation que tu as avec toi-même, par exemple, le fait d'être vrai, c'est très important, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Inutile d'arrondir les angles ici, ces compromis arrivent toujours. À un moment donné, on finit par marcher sur des œufs, du genre « Ah, je ne peux pas dire ça à Mozao parce que peut-être que Mozao va réagir, genre « Attends ». Tu peux dire tout ce que tu veux. Dans une relation, c'est toujours la façon dont tu communiques, parfois, communiquer. Lorsque la poussière sera retombée, il y aura un résultat. Si tu attends, tu pourrais obtenir un résultat différent, peut-être meilleur. Alors, Apprends-nous alors, Mario, allez, tout le monde, prenez papier et stylo. Comment est-ce qu'on communique? Tu nous apprends l'ABC de la communication. c'est la communication. Il n'existe pas de livre expliquant précisément la communication. Il faut d'abord comprendre sa propre manière d'être. Allons-y. Par exemple, j'ai envie d'étrangler mon mari. J'ai envie de tuer mon chéri, d'utiliser mon casier judiciaire vierge dans... Je veux utiliser mon casier judiciaire vierge, alors comment faire avec le chéri, le patron ou au travail? Dans la rue aussi, je vais dire la vérité, parfois il y en a avec tout le respect, les amis, mais parfois j'habite Campo Grande. Je demande d'arrêter de griller le feu rouge à Campo Grande, là où j'habite. S'il vous plaît, cessez de griller le feu rouge. Écoutons les conseils de Mario pour éviter d'utiliser le casier judiciaire vierge. Si jamais il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un problème avec Mozao, et que c'est ce moment où tu te dis « je veux tuer Mozao », à partir de là, ça va être bagarre et coup de feu. Que celui qui n'a jamais eu cette envie me jette la première pierre, sauf si tu débutes juste une relation. Oui, c'est comme si tout était filtré en rose. C'est quand tu te rends compte que ta réaction est vraiment trop douce. Je suis vraiment en mode coming out, je deviens même agressif. J'ai le sang qui me monte à la tête. J'ai le sang qui bout, genre je vais viser.
À la jugulaire, tu parles, même si c'est entre les dents, genre mon cœur. Je suis contrarié, j'ai juste besoin de 5 minutes pour parler avant de partir. Tu n'as pas besoin de son aval, du genre « Ah d'accord, je t'autorise à sortir ». Non, c'est toi qui poses ta limite, du genre « J'ai besoin de respirer un peu, on reviendra sur ce sujet plus tard, parce que là je ne suis pas dans mon axe ». Et tu veux être avec quelqu'un qui respecte ton espace, n'est-ce pas? Qui respecte tes limites. Qui, quand tu dis écoute, je ne suis pas prête à parler de ça, respecte ça. Maintenant, ce n'est pas le moment. Oui, je dis ça parce que mon mari est cette personne qui dit maintenant, non. Oh mon amour. Et moi, je suis là, genre, mais moi je veux tout régler tout de suite. Comment ça? Et c'est quelque chose que j'ai appris, d'accord? Je dois respecter mon propre temps et le temps de la personne qui est ici avec moi. Cela ne signifie pas qu'il s'en fiche ni qu'il ne fait pas son travail, mais qu'il a juste besoin de plus de temps pour comprendre et en parler. Et c'est intéressant parce que mon mari, c'est quelqu'un de peu de mots et il est quelqu'un de parole. Et son père, sa famille et tout le monde autour de lui. Alors, il est tombé sur une brésilienne, très brésilienne, qui parle sans arrêt et ça a été un choc. Non, les gens, on va discuter. Il a toujours une attitude très positive. Mon premier réflexe quand ça va mal, c'est la fin du monde, ça a mal tourné, je vais te quitter, ça ne marchera pas. Pushikaon. 15 ans à la poubelle, c'est le mode 80, exactement. Et lui, il est calme, il dit toujours qu'on va résoudre, c'est toujours sa position, c'est du genre, on va résoudre, on va trouver une solution, et j'apprécie beaucoup ça chez lui. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec lui et que j'applique dans mon travail. Parce qu'au travail, je peux aussi être un peu dramatique. Je vais tout laisser tomber, je ne vais plus rien faire, je ne donnerai plus jamais de cours de yoga. Et là, il me dit « Calme-toi, respire, tu vas résoudre, ça va aller. La technologie va fonctionner et on s'équilibre comme ça. » En 15 ans ensemble, on a beaucoup évolué et trouvé notre équilibre, n'est-ce pas? Alors, je veux en profiter pour parler de changement parce qu'il est important qu'on parle de changement. Pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver ici, n'est-ce pas? Je suis professeur de yoga depuis plus d'une décennie et je remarque que beaucoup de personnes sont venues au yoga. À un moment de changement, à un moment de transition, que ce soit quitter une relation, quitter un emploi ou changer de pays. Parfois, ayant vécu aux États-Unis et à Londres, je me sentais parfois un peu perdue. Tu te dis, mon Dieu, je suis seule. Où est mon pain au fromage, mon café, mon gâteau à la carotte au chocolat? Juste moi, avec du pain grillé. Où est mon pain grillé? Je ne veux plus de Starbucks. Je veux un café au lait et du pain grillé, je n'en ai pas. Et on a ce problème de se sentir déplacé. Et très souvent, dans ces moments de transition, de changement, ce sont des moments très puissants parce qu'ils peuvent apporter beaucoup de transformation, mais c'est aussi un moment de grande peur. J'aimerais que tu nous racontes 2 choses. D'abord, comment pouvons-nous gérer ces moments de manière saine? Que faisons-nous quand on ressent ce trac, ce nœud à l'estomac? Et ensuite, comment s'est passée ta transition, n'est-ce pas? Tu donnais des cours de yoga avant de te tourner vers l'intelligence émotionnelle, un domaine si important. Super, d'accord? La peur fait partie du petit être humain. Je dis petit être humain parce que, tu vois, on a tous plein de petites émotions à différents niveaux de complexité. Donc ce trac dans le ventre est une réponse très naturelle que notre nature nous a vraiment préparé à avoir. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant, donc mode alerte, mode genre, restons très attentifs, mode adrénaline. Parce que notre espèce n'a pas de venin, n'a pas d'ailes, non, rien de tout ça, on ne court pas bien, c'est comme si on n'avait pas de bouclier, naturellement. Nous vivons car nous avons su utiliser de petits outils. Notre corps passe en mode défense, combat ou fuite, sous l'effet de la peur. On se demande alors quoi faire, changer de travail, on ressent du trac. Comment ça va se passer? Comment sera mon patron? Comment seront mes collègues? Comment sera ma routine? Quel chemin je vais prendre pour aller au travail? C'est un nouveau monde auquel tu t'habitueras, car il deviendra ta réalité. Ainsi naît une transformation. Cette phrase banale, tu as peur, vas-y quand même si intérieurement tu refuses. J'ai besoin de cette étape pour que ce soit génial. Comme vivre avec Mozao, je dois déménager aux États-Unis. J'ai peur, mais j'y vais parce que je le veux. Les amis, mais je vais revenir, tu comprends?
Genre, je vais changer de boulot, mec. Ici, je sais déjà comment fonctionnent les paiements, comment sont les réunions. Thin line, 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 thin line. Parfois, j'ai ce truc de me dire « Ah, mais la zone de confort porte ce nom pour une raison. On aime ça. Thin line, 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 Zanoto. » Elle est agréable et valable. Elle est tout à fait valable et ça fait partie du processus, encore une fois. Regarder à l'intérieur de soi et se dire « Mec, je mérite plus. Je mérite quelque chose de différent. Je mérite quelque chose de vraiment génial. » La peur peut te paralyser ou t'amener vers quelque chose de génial. Seule l'expérience permet d'y parvenir. Plus tu apprends, plus tu anticipes en te rappelant « La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis planté. » Ou au contraire, c'était la meilleure chose que j'ai faite. Donc c'est cette histoire de contrôle, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais de ton mieux, tu apprends, tu vis, c'est comme ça. On ne peut pas tout prévoir. Tu sens que ce chemin que tu prends maintenant, qui est très important, qui est de communiquer, de nous apprendre à communiquer, à avoir de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que ça a été quelque chose de bien planifié, ou tu es un peu arrivé là par hasard? Comment ça s'est passé? Pas du tout. Raconter. Dis-nous, je veux savoir. Mon histoire est la suivante. Ma formation principale est en communication sociale, donc j'ai toujours beaucoup aimé parler de communication, d'être là, de voir les techniques, de voir comment cela change le monde. Je trouve ça sensationnel. La communication est mon sujet préféré. Et je suis aussi passé par une période où je me suis beaucoup retrouvé dans le yoga, à donner des cours. Je pense que l'outil de connaissance de soi qu'est le yoga est incroyable. On peut le pratiquer, on peut travailler la connaissance de soi de différentes manières. Philosophie, psychologie, yoga, méditation, autant d'approches pour mieux te connaître et découvrir tes qualités. Et je me suis beaucoup retrouvé dans le yoga et j'ai remarqué qu'en pratiquant des techniques de méditation, des techniques de regard, la perception même de mon espace, avec le mouvement des asanas, la conscience corporelle que j'avais, cela m'a permis de développer cette capacité à être moi-même, à me ressentir dans cette position, dans cet asana. Alors, comment puis-je, donner une posture qui travaille les muscles, des techniques musculaires, rester en planche, par exemple? Que puis-je faire pour améliorer la performance ou réduire cela ici? Et j'ai remarqué que je pouvais appliquer cela au quotidien. Donc, j'étais à un événement d'entreprise et il y a eu un moment de stress. Je me dis, attends, mais je peux appliquer cette respiration pour oxygéner davantage mon cerveau, pour avoir une réaction différente. C'est cette histoire du yoga hors tapis, non? Oui, c'est l'essentiel. C'est ce qui me passionne le plus, exactement. C'est ce qui me passionne le plus. Quand je parle de yoga, quand je pense au yoga, quand je pense aux prochaines étapes de mon travail aussi, qu'est-ce que c'est? Je veux que les gens chez eux apportent et reçoivent, tu vois. Quand je donne un cours, et qu'est-ce que je veux que les gens apportent dans leur vie, tu vois, et que je considère comme une pratique avancée, j'entends beaucoup ça, mais qu'est-ce qu'une pratique avancée? Prelate, et pour moi, c'est ta capacité à être présente à ce moment-là. Pendant que tu fais tes transitions sur le tapis, il y a aussi tes limites. Comment est ton dialogue intérieur et comment tu apportes ces outils en dehors du tapis? Et là, tu as apporté tout cet univers. Cet écosystème de connaissance de soi a réuni intelligence émotionnelle et communication. Et tu nous apprends à devenir des adultes. Toujours en apprenant. Soyons honnêtes, beaucoup d'adultes restent des enfants. Qui connaît un adulte vraiment adulte? Soyons honnêtes, les enfants. Envoie ce podcast comme si de rien n'était. Ah, j'ai écouté un podcast tellement bien, j'aimerais que tu l'écoutes aussi, tu sais. Mets-le en lecture, d'accord? Et j'ai vu l'autre jour une vidéo qui parlait des adultes qui font des caprices. C'est super important. C'est claquer la porte, c'est être contrarié et faire le traitement du silence. Ne rien te dire, t'ignorer. Je trouve que c'est bien sûr une forme de violence très silencieuse. Parce que clairement, cette personne essaye d'attirer l'attention d'une certaine manière, avec un besoin, quelque chose qui n'est pas très bien aligné dans son propre petit cœur, qu'elle ne sait pas exprimer. Et c'est un adulte accompli de 40, 50, 60 ans. Très bien, soudain, n'est-ce pas, installé là aussi dans sa profession. J'y pense souvent, car j'ai 2 enfants, Olivier, 4 ans et demi, et Benjamin, 1 an et demi. Et je pense constamment à comment leur apprendre à communiquer, à comprendre et à valoriser qui ils sont, surtout Olivier, qui grandit.
Et on parlait d'intelligence, des différents types d'intelligence. J'aimerais qu'on parle un peu de, je ne sais pas, vous à la maison, mais moi, quand j'étais plus jeune, il y a même eu une période. Bon, les filles, je vais raconter cette histoire, je vais vous dire ce scoop, puisque nous sommes très amis, allons-y, j'y vais. Je suis allée voir la psychologue à l'école, je ne me souviens plus de quel âge j'avais. J'ai dit que je pensais être bête et demandé aux filles si c'était vrai. Parce que j'étais toujours la première de la classe, j'ai changé d'école et je n'étais plus première de la classe. Je me demandais ce qui s'était passé. Je me souviens avoir posé une question au professeur qui m'a répondu « Ça n'a rien à voir, tu poses trop de questions. T'es chaud, non ?» Je devais avoir environ 10 ans et je me souviens que je me suis dit « Les gens, j'avais 10 ans d'accord ?» et je me suis dit « Mince, peut-être que je suis vraiment pénible, non ? Je pose trop de questions, je vais me taire. » À cet âge, je n'avais pas les outils, tu vois. À 10 ans, c'est normal de poser des questions et vouloir en savoir plus, tu vois. Et je suis restée avec cette idée, je suis allée voir la psychologue de l'école et j'ai dit « Je crois que je suis un peu bête, parce que j'ai envie de poser plein de questions et techniquement, je ne devrais pas poser de questions. » Pitessia. Elle m'a dit « Non, on ne fait pas ça, on discute, on s'assoit et on parle ici. Ton test de QI, tu n'es pas bête, tout va bien. » Mais ce n'est pas que ça, n'est-ce pas ? Ce n'est pas juste les maths ou le portugais. Ou soudainement, dans le monde qu'on a créé, mettons cela en contexte. Je suis la première de ma famille à aller à l'université, non. Mes parents n'ont pas fait d'études supérieures, mais ont beaucoup travaillé pour que mes frères, mes sœurs et moi ayons un diplôme. L'idée est positive. Tu vas à l'université, tu étudies, tu obtiens ton diplôme, tu trouves un emploi et tout ira bien. Tu vas survivre. Et tu survivras. C'est valable. C'est important parce qu'on doit payer nos factures. C'est important pour notre santé émotionnelle d'avoir nos comptes payés, d'avoir le ventre plein. Le sentiment de sécurité est très important. Il est très valable, mais ce n'est pas suffisant. Et alors, on se demande ce qui se passe après que les factures sont payées, après qu'on a le ventre plein et qu'il y a quand même un vide. Et tu te dis... Mais je ne suis pas assez bonne et il y a la comparaison, n'est-ce pas ? Mais Fulana est parfaite en maths, mais Cyclana communique très bien. Je t'en parlais à cause de mes enfants, n'est-ce pas ? Parce que je veux qu'ils sachent ce qu'ils ont, ce qui leur appartient, ce qui est fantastique, ce qu'ils ont à offrir au monde. Et peut-être que cela ne relève pas des mathématiques, de la peinture ou de la danse, mais d'une forme d'intelligence propre à eux. Alors, tout à coup, si toi, à la maison comme moi, tu t'es déjà senti stupide, peut-être que tu ne l'es pas. Regarde comme c'est fantastique. Tu n'en as pas besoin, comme moi avec ma psychologue scolaire venue il y a des années, pour prouver quelque chose. Mais alors, comment, à travers la connaissance de soi, peut-on percevoir et valoriser cette intelligence non seulement en nous, mais aussi chez les personnes avec qui nous sommes en relation ? Comment se valoriser et valoriser Mosao, notre chef et voisin ? Les différents types d'intelligence, on se valorise en tant que personne, on valorise le chef, notre voisin. Quoi n'est-ce pas ? Le laisser, je pense que c'est ça, laisser la personne explorer les talents qu'elle a en dehors de ce protocole qui doit être respecté avec les factures payées. Maintenant, le ventre est plein. Et maintenant ? Parce que parfois, la personne ne va pas forcément travailler avec ce dans quoi elle est intelligente, disons. Par exemple, la personne est une grande artiste plasticienne, mais parfois, elle a aussi son emploi. CDI bien rangé dans l'entreprise qui paye les factures, qui permet cela. Quelle est cette autre qualité de vie ? C'est très intéressant. Je regardais une conférence de la docteure Béatrice Barbosa qui disait que tu n'as pas besoin d'être ton emploi, et c'est très bien. Avoir ton propre emploi pour payer les factures, avoir tes loisirs, avoir d'autres choses qui peuvent te procurer du plaisir en les faisant. Comme un travail, tu payes les factures, c'est normal. Mélanger trop son travail à son identité fait qu'on s'y perd. La liberté est, selon moi, très précieuse. Et laisser un espace pour toi, tu vois, Mosao, les enfants, les amis, pour qu'ils puissent être qui ils sont, pour que tu puisses nourrir ça comme ça. Un enfant danse ou s'exprime très bien. Fils, c'est super, j'ai soudain envie de faire du théâtre. Encouragez cela.
Tata Werneck a donné une interview où elle dit qu'elle a toujours été élève, mais jamais du genre à avoir de bonnes notes. Mais c'était la personne qui s'impliquait, la personne du théâtre, la personne qui... Et aujourd'hui, elle est dans une position vraiment cool, où elle est douée pour présenter, pour divertir. Imagine si ses parents lui avaient dit non, tu dois être comptable, faire de la gestion, faire telle chose, musique. Et toi, quand tu es plus âgé, quand tu es adulte, c'est aussi à nous d'avoir la responsabilité de savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, peu importe les attentes de mon père, ma mère, mon oncle ou qui que ce soit. Assumer cette responsabilité, prendre les rênes de notre vie, même si cela fait peur ou qu'on a parfois un nœud à l'estomac. Et comprendre que parmi ces différentes facettes de l'intelligence émotionnelle est très importante. On n'a pas besoin de faire ce caprice, par exemple. Qui est en couple ici? Je n'ai jamais voulu tuer Mozao, évidemment c'était une blague. Mais ce sentiment de frustration, de colère est normal. Tout le monde a, les professeurs de yoga ont, les pratiquants de yoga ont, n'est-ce pas? Nous avons tous nos enfants ont, et ils ont besoin d'avoir ça. Et je pense à mon fils comme ça. Mon fils a le droit d'être en colère. Il a le droit de crier, d'être en colère, de se débattre, c'est son droit. Je ne peux pas dire non mon fils, chut, 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 arrête, 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 pas maintenant, je ne peux pas, je ne peux pas. Même si c'est difficile, c'est une pratique que je remarque que nos proches, les personnes avec qui on interagit, que ce soit nos enfants, notre chéri, au travail ou dans la rue. Ce sont des personnes qu'on appelle des gourous, n'est-ce pas? Des gourous, la façon dont j'utilise et dont je pense au mot gourou. C'est celui qui éclaire une situation que tu ignorais. Et ces personnes, ces relations, elles apportent de la lumière à quelque chose en nous. Par exemple, si tu as de la patience avec ton enfant qui crie, hurle, ou si tu es un adulte qui fait des caprices. Et quand tu te rends compte que tu fais cette crise avec ton chéri ou même avec ton propre enfant. Parce que je vois beaucoup de mamans et de papas faire des caprices avec leur enfant. Je le sais car je l'ai déjà fait sans m'en rendre compte. Quand tu dis « alors je ne le fais pas », alors tu refuses et croises les bras, donc il n'y en aura pas. J'en ai marre. S'asseoir, pleurer, c'est pareil. Si tu peux le faire, moi aussi je peux. C'est d'accord, on peut s'asseoir et pleurer, mais il faut savoir le reconnaître, n'est-ce pas? Dans une relation saine, on n'a pas envie de faire des caprices avec l'autre. Exemple, sortir et claquer la porte, je trouve ça horrible, claquer les tiroirs, crier, alors que nous sommes des adultes, non? Les enfants, c'est une chose. Qu'un enfant fasse un caprice, c'est autre chose. Mais toi, tu es adulte, tu es père, tu es époux, tu es épouse, tu es chef, tu es employé. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de te sentir frustré, tu as le droit d'exprimer ta frustration et ta colère. Parce qu'elle est légitime, mais c'est la façon dont tu le fais de manière intelligente et respectueuse. Totalement. Comment on fait ça, Mario? Lors du premier enregistrement qui n'a pas marché, peut-être que ça va fonctionner, on verra. Tu as dit que la relation est un duo, pas un duel, une phrase que j'ai apprise de mon professeur, le professeur de Rose. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est une danse. Si on n'est pas synchronisé, la petite danse, la valse, elle n'est pas jolie. Si tu danses la lambada et ton chéri la salsa, il faut toujours qu'on s'aligne pour ça. Comme tu l'as dit, tu peux avoir ces sentiments. Tu es en colère. C'est normal d'être en colère. Ah, je suis frustré. C'est normal. C'est valable. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si tu souffres parce que ton chéri a fait quelque chose, tu restes frustré. Tu as croisé les bras. Tu n'as rien dit. Tu t'es isolé et tu ne sais pas comment tu vas résoudre ça. Tu comprends? Et il ne faut pas non plus avoir honte, du genre « Oh, mais à chaque fois que je fais ça, tu te mets en colère ». Réprimer, ça ne sert à rien, exactement, ce n'est pas bien non plus, du genre « Oh mais mince, à chaque fois que je suis contrarié » ou « Oh, je n'aime pas quand tu es en colère ». Parce que le sentiment n'est pas la personne, et il faut qu'on comprenne la même chose. Tu t'aimes moins parce que tu es anxieuse, tu t'aimes moins tout à coup quand tu ressens un peu de jalousie ou une émotion. J'essaie souvent d'apprendre cela à mon fils. Je n'aime pas dire « un bon garçon, un mauvais garçon ». À la maternelle, il entend parfois ces propos à l'école. Il rentre en pensant « ce n'est pas bien ». Mais moi, je suis un bon garçon, je ne fais pas ça, a-t-il dit. Écoute,
Tu es un enfant incroyable et tu as le droit de te tromper, tu as fait une erreur, tu as un sentiment qui très souvent est considéré comme mauvais par la société. Tu es jaloux, par exemple, il a un petit frère d'1 an et demi, c'est complètement naturel qu'il soit jaloux de son frère. Et c'est normal, et je lui demande « Tu es jaloux ?» Je demande « Tu es jaloux de ton frère? C'est pour ça que tu as agi? Dis-moi comment tu te sens. » Imagine si on pouvait parler ainsi dans notre relation, même avec chérie. Tu sais quoi? J'ai ressenti de la jalousie dans cette situation. Je vais te dire la vérité, je me sens un peu insécure quand tu es proche de ton ex. Imagine, et ne pas avoir ce tabou ou cette gêne parce que tout le monde ressent ces sentiments. Comment communiquer sans honte ni se sentir diminué? Tu n'es pas une mauvaise fille parce que tu as ressenti un peu de jalousie, un peu d'envie. Tu n'es pas une mauvaise personne parce que tu as ressenti de la colère. Et quand on voit cela chez d'autres personnes, qu'elles viennent vers nous avec de la colère, de la jalousie, de l'envie, de la haine, peu importe ce que c'est. Tu dis, d'accord, on respire, tout va bien, on va gérer. Les règles sont claires et on se soutient. Non, c'est ça une relation? Je pense beaucoup à ce mot, soutien. Toi qui es enceinte, toi qui traverses une phase très intense de transition, de changement dans ton corps, dans ton quotidien, j'ai créé un programme avec beaucoup d'affection pour toi. Je sais ce que c'est de vivre cette transformation de l'intérieur vers l'extérieur, ce que c'est de porter un enfant. J'ai 2 enfants et pendant ma première grossesse, j'étais comme ça. Mince, j'en voulais encore plus. J'aurais aimé me sentir plus soutenue, j'aurais aimé avoir plus de contenu qui réponde vraiment à mes questions. C'est pour ça que j'ai créé une série incroyable destinée aux femmes enceintes pour t'accompagner à chaque trimestre avec des cours de yoga, des vlogs, des conseils pour être ta main amie pendant cette période si spéciale et pour t'accompagner aussi au moment d'accueillir ton enfant et quand il sera déjà dans tes bras pendant le postpartum. C'est un programme complet, merveilleux. Ne rate pas cette opportunité car c'est la première fois qu'il est disponible pour toi en dehors de ma plateforme Yoga Compagnie. Alors, clique sur le lien dans la description et acquiert ta série exclusive pour femmes enceintes, car je suis sûre qu'elle sera une main amie pendant ta grossesse. Comment peut-on lever ces tabous dans une relation saine? On parvient à soutenir et à recevoir du soutien. C'est toujours un défi parce que je crois vraiment que la relation, c'est se découvrir à travers l'autre. Parce que, tu vois, C'est beau, tu as vu? Note bien, c'est parce que par exemple, tu vis seul dans ton appartement, donc tu sais comment organiser ta chambre et garder la cuisine en ordre. Comment tu as emménagé avec Mozao? Maintenant, il a sa façon de faire, tu as ta façon de faire. ça va chauffer. Pour toi, le bon endroit, c'est de laisser le torchon sur la cuisinière. Pour lui, il faut l'accrocher là-bas. En fin de mois, on achète 2 torchons, on y va. Les filles, c'est mon mari, je vais te dire la vérité puisqu'on est très amis. Parce que, tu vois, j'ai 2 enfants et notre maison est toujours sans dessus-dessous. Je vais te dire la vérité, c'est toujours sans dessus-dessous. C'est le chaos et c'est quelque chose qui le dérange beaucoup. C'est très difficile pour lui de rester comme ça. Avant, la maison était propre et organisée à 2. Puis, nos 2 enfants sont arrivés presque en même temps. C'est un chaos total, d'accord? Donc en fait, ça le dérange beaucoup plus que ça ne me dérange. Et on discutait qu'on ne peut pas tout mettre en priorité, mais en même temps, je dois voir quoi faire. C'est un besoin qu'il a et il est légitime. Et s'il dit « Oh, les amis, regardez, c'est une attention que j'ai énormément. » Par exemple, pour ma relation, qui est très difficile, sur laquelle on a beaucoup travaillé et sur laquelle on continue de travailler. De dire, de verbaliser ce qui est important pour toi. Donc si ton partenaire, si la personne avec qui tu es arrive et verbalise, te le dit. C'est important pour moi que la maison soit rangée à la fin de la journée. C'est important pour moi que le salon soit organisé. Pas de jouets au déjeuner, ça me fait me sentir mieux, profiter du repas et me détendre en fin de journée. Et là, pour moi, peu importe. Je peux manger, peu importe l'endroit, c'est tranquille. Je peux me détendre comme ça. Ici, c'est bon, c'est déjà suffisant.
Pour me détendre, je me détends déjà. Mais écouter les besoins de son partenaire est très important. Et se sentir écouté, se sentir validé, n'est-ce pas? Dans ces relations, quand les gens vivent ensemble, ont-ils du mal à exprimer ce qui compte pour eux, comme si l'autre devait deviner leurs pensées? Écoute, je le ressens parce que je parle avec beaucoup de gens à ce sujet et c'est inévitable, c'est toujours comme ça, chacun se voit comme une perle rare, tu vois. Mais les gens, je suis merveilleux, je suis parfait. Mais pourquoi Mozao fait-il des histoires avec ça maintenant? Et donc, calme-toi, gérer deux personnes ou plus, enfin, ta relation, c'est tout le temps. Tu dois parler et verbaliser, et comme tu l'as dit, c'est important pour moi. Le mot-clé en relation, c'est l'attention et la patience. Oh là là, les amis, le mot qu'on ne veut pas entendre, au secours, ne cours pas, allons-y. Il faut être patient, car ce n'est pas immédiat. Par exemple, Mozao t'a dit, une maison organisée est une valeur très importante pour moi. Mentalement et émotionnellement, tu comprends, mais ce n'est pas immédiat de savoir comment faire. Tel un phénix, tu renais et transcendes. J'ai compris. Les enfants? Les enfants vont ranger tous les jouets après avoir joué. D'accord, parfait Mozao, je veux respecter ça, comment faire? Tu suggères quelque chose. Alors, tout à coup, Mozao dit, essayons. Oui, allons-y, je suis avec toi. Je n'arrive pas à penser à une résolution maintenant, mais je suis partant pour celle-ci. Essaie. Ça a marché ou non? Planifie une réunion avec Mozao. J'ai adoré, réunion de planification. Réunion de planification. Ça a marché? Que peut-on améliorer? Et si on répartit les tâches? Ce n'est pas du jour au lendemain, ni d'une semaine à l'autre. Tout avance par étapes. Par exemple, maintenant, les enfants sont petits. Dans 1 ou 2 ans, ce sera différent. Donc ça ne sert à rien de graver tout dans la pierre en disant que ça doit être comme ça. Peut-être que dans 1 an, la façon dont on va organiser la cuisine changera. J'ai adoré cette idée de réunion de planification. Je suis une grande fan, j'aime planifier, j'aime m'organiser. Mes abonnés savent que j'adore le calendrier, l'agenda, les listes. Je suis très méthodique, tout comme mon mari. On a cette habitude chaque année. On s'assoit, c'est quelque chose d'annuel, n'est-ce pas? Et on revoit l'année, on revoit notre relation. Aller dans la bonne direction, voir ce qui va ou doit être amélioré, et cette communication ont sauvé mon mariage et notre relation. Si je suis impulsive, croyez-le ou non, je suis professeur de yoga. Mon premier réflexe, c'est de dire « je vais te quitter ». Surtout au début, avant d'avoir un enfant. Mais la peine, c'est comme un divorce. C'était déjà comme ça. Tu sais, je prenais déjà des décisions en pensant à combien j'avais sur mon compte en banque, à mon indépendance financière, à tout moment. Écoute, je quitte cette relation, ça c'est moi quand je suis plus impulsive dans ce sens-là, mais j'ai beaucoup de moi-même. J'ai beaucoup de gratitude pour la patience que mon mari a eue parce qu'il m'a appris ça du genre « Ok, tu veux rompre avec moi? Pourquoi? Quoi ?» La plupart du temps, jusqu'à aujourd'hui, seule l'impatience a été la cause, sans raison suffisante. Voyez, les gens, ce que l'impatience aurait pu me faire perdre dans la vie. Et c'est une invitation que je te fais aussi à réfléchir si tu es comme moi, n'est-ce pas, une personne impulsive qui tourne autour de tout le monde et que j'ai appris. J'ai appris de plus en plus avec mon mari à avoir cette patience et oui, cela demande du travail. Tu as l'impression que les gens veulent une relation qui tombe du ciel, Doriana? Super, super, parce que tout le monde voit ce truc de «Ah, mais tel couple, ça marche». Mais c'est ce qu'on disait à propos de Wild Lotus. Le couple te convient en apparence, car tu le vois 2 à 4 fois par an, peu importe la raison. Mais quand tu vis avec la personne, tu te rends compte que chaque couple a des petites choses que seul, dans l'intimité, entre 4 murs, ce noyau, cette énergie partagée, connaissent. Et c'est normal. Parce qu'il est important que nous sachions que tout le monde passe par ça. Que ce n'est pas la relation commerciale de pub de margarine où tout est parfait, mais ce genre de relation n'existe pas. Il est utile de faire une digression, car nous sommes très habitués à ces relations. Les montagnes russes sont intenses, jamais calmes. Nous, On a besoin d'un drame. quand on rencontre quelqu'un avec qui ça fonctionne bien et qu'après un moment ensemble, la relation devient plus calme, plus plate, les gars, c'est une relation saine et tranquille. Et c'est très bien. Les gars,
Je suis dramatique. Mon mari, je me souviens qu'on a gravi la montagne du Japon, le mont Fuji, et il a été adorable. Les gars, j'ai gravi le Fuji. C'était vraiment une comédie. Il pleuvait et je disais « Laisse-moi ici », comme dans l'Himalaya. Suis-moi. Suis-moi, vas-y, je reste ici, je n'en peux plus. Je suis très frileuse, je porte des manches longues. Lui, il est adorable, patient et aime escalader des montagnes. On a nos différences, mais ce n'est pas grave. Calme-toi, je viens avec toi, on est au sommet. Et moi, où est ma bague? Où est mon drame? Tu m'as fait monter cette montagne ici. Elle avec un poids, je ne comprends pas. Tu m'as fait monter celle-ci, pourquoi faire? Lui, parce qu'il est beau. Parce que la belle, c'est moi. Parce qu'il est sympa et qu'on s'était mis d'accord sur ce qu'on ferait. Je ne savais pas que tu attendais quelque chose ici, tu comprends? Et on a eu plusieurs moments comme ça qui m'ont appris, parce qu'on s'est connus très jeunes aussi, on s'est connus. J'avais 21 ans, ça m'a appris à voir cette partie de la relation dont tu parles, la relation agréable, la relation du quotidien, la relation complice. Ce n'est pas ce feuilleton de 21 heures de Globo, n'est-ce pas? J'ai grandi en les regardant avec beaucoup de gens, ma grand-mère, on adore ça. Et comment est une relation de feuilleton? C'est cette relation montagne russe avec ses grandes démonstrations d'amour, l'hélicoptère avec les pétales de rose. Mais alors, le quotidien, la conversation, la patience et le travail, n'est-ce pas? Aimer est un verbe. Pour qu'on puisse vraiment danser et pour qu'on puisse conclure. Je voulais te parler de la question d'être aimé et de se sentir aimé, n'est-ce pas? Je t'en parlais justement. J'ai remarqué cette grande différence, notamment en pensant à mes enfants. J'aime énormément mes enfants, mais j'ai l'impression qu'ils ne sauront jamais à quel point. Exactement. Mais, et c'est là que je me pose la question, est-ce qu'ils se sentent aimés? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Je demande souvent à ma femme « Comment tu vas ?» Tu ressens cet amour. Il arrive jusqu'à toi, n'est-ce pas? Et je t'en ai parlé avant, n'est-ce pas? J'étais dans cette phase où je savais que tu m'aimais, mais je ne me sentais pas aimée. Surtout après le deuxième enfant. Comment l'ajuster? Parfois, c'est un tout petit ajustement qui fait toute la différence. Et dans mon cas, ça t'a été de dire comme ça « Écoute, on ne va pas débuter la journée avec les enfants qui grimpent sur nous et tirent nos cheveux. On va se regarder dans les yeux, on va s'embrasser, au minimum se dire bonjour, se faire un câlin, un petit contact et se rappeler qu'on est vivant, qu'on est là ensemble. » Un petit geste, le fait de montrer qu'on est là l'un pour l'autre, m'a fait me sentir beaucoup plus aimée. Alors, comment tu penses que dans les relations en général, les gens peuvent vraiment se sentir aimés et en sécurité dans la relation, n'est-ce pas, Ta? Je dirais que c'est ainsi. Par exemple, tu es venu après le deuxième. Mon fils, je ne me sens pas aimé. Je pense que cela n'arrive pas soudainement. Parfois, cela dure depuis des semaines, des jours ou des mois. Depuis mon fils? Le premier enfant. Donc, c'est ce truc où il y a un problème qui existe depuis X jours, X mois, X temps. La solution ne va pas apparaître du jour au lendemain. Donc, c'est ce qu'on disait à propos de la patience. Mozono, écoute, je sais que tu m'aimes, mais je ne me sens pas aimé. Et il va mentalement. T'es là, genre, je comprends que mec, on est ensemble, on a 2 enfants, on a une maison, donc voilà. Je sais que le yoga est bénéfique, mais je n'en fais pas. C'est ça, donc mentalement, c'est ça que je trouve intéressant. Tu as une façon de te manifester mentalement, une façon de te manifester émotionnellement. Comme toi, nous sommes un gros oignon à plusieurs couches. Mentalement, je sais que tu m'aimes, mais émotionnellement, je ne me sens pas comblé. Mozao peut alors demander « Que puis-je faire ?» C'est une réaction naturelle. Dire « je ne sais pas, découvrons ensemble, faisons une réunion de planification et voyons. » Peut-être que ce qui me manque, c'est de faire des câlins, alors vous en faites pendant X jours. Ça a marché, ça n'a pas marché. Descends et regarde dans ton cœur tes sentiments. Je ne sais pas, je pense qu'il manque encore quelque chose. Mon amour, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est avoir cette patience du genre, on va essayer un peu et tester. Découvrir ensemble ce qui fonctionne ou non, ce qui est bien, n'est-ce pas?
Parce que le plus courant, c'est cette réponse que nous avons, qui est comme ça. Je ne me sens pas aimé. Salut. Le divorce, c'est cher. Et si je vivais seul, j'étais plus heureux à cette époque, mais ce sont des moments différents, ce sont des situations différentes. Même si quand j'étais célibataire, j'étais plus heureux. Tu peux redevenir célibataire, mais la situation a changé. Tu es une personne différente? Tu es différent. Tu as déjà vécu des expériences que toi, célibataire d'il y a X années, avais eues. Maintenant, tu as des enfants, donc essayer de revenir au même niveau n'arrivera pas. Parce qu'on évolue dans une 3D, donc. Même si maintenant je suis célibataire, je suis heureux. Je suis sorti avec quelqu'un 6 mois. Regarde comment on change en 6 mois, 1 mois, 1 an. Le plus beau en couple, c'est d'évoluer ensemble, non? Avec Darren, on voit nos changements après 15 ans. Et je ne dis pas que quelqu'un doit rester dans une relation qui n'est pas bien, pour l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Les gens mettent fin à des relations, si ça ne va pas, tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Profitons-en pour parler de mérite. Écoutez, je pourrais rester encore, on est déjà là depuis 2 heures. J'adore, je vais parler un peu, mais c'est pour finir sur cette belle sensation de mérite et de confiance. Que tu sois en couple, que tu sois à la recherche d'une relation, que tu travailles sur ton intelligence émotionnelle. Comment on développe cette sensation d'avoir d'abord un standard, un critère du genre « je n'accepte pas moins que ça dans une relation » et rester ferme. Et de se sentir digne, c'est ça. Je pense que la première étape, c'est de travailler sur sa propre estime de soi et en améliorant son estime de soi. Ça rejaillit sur tous les domaines de ta vie, le travail. Notez, les filles, une meilleure estime de soi améliore tous les aspects de ta vie. Relations amoureuses, relations avec les amis, une personne qui a de l'estime de soi, tout le monde admire un ami ou une amie qui a de l'estime de soi parce que c'est vraiment génial. Tu te dis, mince, cette personne a l'air vraiment inébranlable et quand tu regardes à l'intérieur de toi, tu comprends que ce que cette personne a à m'offrir dans une relation amoureuse, c'est des miettes ou c'est juste le minimum. Par exemple, imagine que tu as ce verre, donne un verre qui n'écoute pas. Tu as un petit verre d'eau et un plus grand, tu es le plus grand verre, où tu arrives à te remplir avec plus d'eau. Ton partenaire, peut-être ton partenaire affectif potentiel, est le plus petit verre avec moins d'eau, la quantité maximale d'eau qu'il peut te donner. En termes d'affection, d'amour, c'est une certaine quantité. Cela ne veut pas dire qu'il donne moins, c'est juste que c'est le maximum qu'il peut donner. Quand il verse l'eau, ça ne remplit pas complètement. Donc, il s'agit de comprendre combien tu peux contenir, combien tu veux accepter, parce que tu ne peux accepter que ce qu'il te donne. Et si tu es heureux, tout va bien. Si tu n'es pas heureux, ça ne te satisfait pas, n'est-ce pas? Qui te satisfait vraiment, tu comprends? Et on revient à White Lotus, non? Tu accepterais une relation pleine de mensonges et de faux semblants? Quel est le type de relation que tu veux vraiment pour ta vie? Quel genre de vie veux-tu mener? Qu'est-ce qu'une vie bien vécue pour toi? Oui, en se tournant vers soi-même. Il faut souligner qu'aucune personne ne pourra te compléter entièrement. Tu n'es pas incomplet. L'idée de moitié d'orange n'existe pas. Il faut être une orange entière. Ah, ici je plaisantais en disant que ma mère et les amis, c'était juste pour finir par un bisou affectueux, non? Je dis que tu l'évoques aussi dans tes vidéos, que je plaisantais sur Darren et qu'on a dit qu'il était le préféré des pièces rapportées. Et je me suis un peu plainte de lui et ma mère a dit « Ah, tu es parfaite pour une maison, n'est-ce pas ?» Et toi, tu es un romarin doré. Romarin doré, c'est ça. Et qu'on doit aussi se regarder soi-même, n'est-ce pas? Et faire un petit check-in, hein? Diva, parfois, il faut aussi qu'on s'aligne, qu'on se remette complètement sur les rails et que la relation, la danse, ça se fait à 2. Super. Tu avances vers Mozart, Mozart vient vers toi et vous vous retrouvez au milieu. Ce n'est pas à toi de tout faire ni d'attendre sur ton trône en disant « Si Mozart veut, il changera pour moi ». Diva, n'est-ce pas? Diva, tu es la diva, ce n'est pas comme ça, donc c'est vraiment cette danse de se retrouver et ça en vaut la peine. Mais le mot du jour, c'est patience. Patience, la science de la paix, hein les amis. Mario, c'est un immense plaisir de t'avoir ici. Merci beaucoup pour ta patience avec les problèmes techniques qu'on a eus. C'est un plaisir de discuter avec toi. J'espère que ce n'est que ta première venue ici, entre équilibre et chaos. Et je voudrais en profiter pour te demander de partager avec nous ton cours où les gens peuvent te trouver. Bien sûr. Mon Instagram est Mario Dominovski. Je sais que Dominovski n'est pas simple à écrire, mais en tapant Mario Domino comme le jeu, je devrais apparaître.
J'ouvre toujours des places pour mes groupes d'intelligence émotionnelle. Inscription via le lien en bio. Mais j'ai aussi un club de lecture, j'ai d'autres cours individuels sur le sujet, les thèmes sont variés, on parle de travail, on parle d'anxiété, on parle de la respiration qui agit sur le système sympathique et parasympathique. J'adore, c'est merveilleux. Un plaisir, c'est un plaisir d'être ici, un plaisir d'être ici. Merci, merci beaucoup. Et vous qui nous écoutez, laissez-nous une évaluation positive. Partagez cet épisode comme des confettis. L'intelligence émotionnelle est essentielle au quotidien. Montrez-nous votre affection sur les réseaux sociaux. Je veux te remercier, toi qui nous suis comme toujours, de tout mon cœur au tien et à la prochaine. Bissau, bissau.